Impeccable. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme vous l'avez rappelé, je vais essayer de vous présenter quelque chose qui est un projet hybride qui s'appelle Trouver les pixels, qui est un projet expérimental. Ça, c'est un point très important qu'il faut que je souligne d'abord. Qui est un projet qui est porté par des gens qui ont des statuts très différents à l'intérieur d'une institution qui s'appelle la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, qui est une MSH à Lyon, une maison des sciences de l'homme, qui est essentiellement spécialisée en archéologie, très très largement spécialisée en archéologie, et à l'intérieur de laquelle je travaille. Alors, contrairement à ce que vous avez dit, je ne suis pas archéologue moi-même, je suis plutôt, disons, une sorte d'entrepreneur culturel, et je travaille dans la MOM pour porter justement ce projet un peu particulier de rencontre entre, une espèce de rencontre triangulaire entre une discipline, l'archéologie, un écosystème numérique et puis la société, précisément. Alors ce projet, c'est d'abord au point de départ, là encore un rapport avec ce que vous venez d'évoquer, c'est au point de départ une démarche de valorisation de la recherche en archéologie, c'est-à-dire que c'est typiquement quelque chose qui mélange la science et le modèle économique, et qui a comme vocation, au sens où on l'entend maintenant, puisque vous savez que la valorisation, ça a eu plusieurs sens dans le passé et aujourd'hui, et c'est encore un sujet de débat au niveau des chercheurs et des enseignants-chercheurs. On est dans une logique de ce programme, et d'abord dans une logique de rapport au marché, mais vous allez voir que l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un programme qui part pour aller faire de l'argent sur le marché à partir de la recherche, et qui finit par créer de la recherche et créer une nouvelle façon de faire de la recherche, parce que voilà, c'est la contingence en quelque sorte. Donc des univers de référence qui sont apparus progressivement, que vous voyez derrière moi, la médiation qui a été le premier sujet auquel on a essayé de s'intéresser précisément à partir de notre mission première, et puis de là on est venu tout doucement et par le biais des rencontres à l'apprentissage et donc à la recherche in fine. J'avais préparé une présentation assez longue du contexte du projet. Je vais essayer d'aller assez vite pour aller à ce qui vous intéresse à l'essentiel, mais pour que vous compreniez d'où je parle en quelque sorte. On parle de valorisation, on parle d'économie, mais on est aussi dans le monde de la recherche. Ça veut dire qu'on est dans une logique de mixité entre une partie libre accès, une partie ouverture des intéressés sur la société et une partie nécessité de générer de l'activité économique pour que le programme puisse se continuer. Et comment dirais-je, le projet est hybride de ce point de vue-là, et il est aussi hybride du point de vue précisément du rapport entre l'utilisateur des outils qu'on va mettre en place et le monde de la recherche. Vous allez voir qu'on a des outils qui sont absolument traditionnels, camouflés sous des habits numériques, mais absolument traditionnels, de transmission du savoir. Et puis, petit à petit, s'est imposée l'idée de faire participer beaucoup plus le public à cette construction scientifique. Donc historiquement, on a démarré avec des choses, donc, comme je l'ai dit, relativement basiques, qu'on appellerait aujourd'hui du web documentaire. C'est ça, je reviendrai un peu plus en détail, je vous montrerai des écrans, des choses comme ça, juste un peu plus loin. De l'interactivité de circulation, mais des choses qui sont aujourd'hui, qu'on pourrait considérer comme banales. Et puis on s'est intéressé pour relancer la machine et pour aller, comment dirais-je, précisément, parce qu'on avait cette nécessité, on demandait de produire des objets qui pouvaient trouver une place sur un marché. On s'est posé la question du marché du numérique, et le marché du numérique, c'est aussi le jeu vidéo, c'est aussi des choses comme ça. Donc on est allé dans des formes, dans des formats, dans des formes éditoriales qui étaient susceptibles de, comment dirais-je, de provoquer des réactions plus fortes, des interactions plus fortes avec le public. Une partie jeu sérieux dont je parlerai assez longuement, qui elle est plus directement liée à des problématiques d'apprentissage et moins liée à des problématiques de médiation, et des problématiques d'enseignement numérique de l'archéologie qui sont récentes, qui sont nées de la demande des enseignants-chercheurs et sur lesquelles je reviendrai un petit peu aussi tout à l'heure. Je vais passer relativement vite sur ces questions-là. On est dans le ludique, on est dans le pédagogique, et c'est pour ça que ça marche d'une certaine façon, et c'est pour ça que ça intéresse un certain nombre de gens. Je parle toujours d'un point de vue expérimental, etc. Je n'ai pas du tout de vocation, dans la présentation de ce matin, de théorisation de notre pratique. Je veux juste essayer de vous raconter comment ça s'est fait et comment on est passé d'une étape à une autre. Et comment on s'est intéressé aux différentes échelles de public qui pouvaient être face à nous.
C'est pas la même chose si on parle à une communauté globale qui peut être franchement internationale à travers Internet, si on parle au groupe de visiteurs d'un musée ou à un groupe scolaire, et si on parle à un individu dans le face-à-face à travers son smartphone ou sa tablette, bien sûr. Et là, une des questions qui est posée par, entre autres, les problématiques d'archéoparticipatif sur lesquelles on arrivera in fine, c'est le rapport précisément entre l'individu, le groupe, les apprentissages collectifs et ce genre de choses. Voilà, le mot-clé, c'est la communauté, c'est vers ça qu'on veut aller, et c'est pour ça qu'on a construit plusieurs étapes comment dirais-je, de produits numériques, pour essayer de s'adresser aux différents groupes qui constituent une communauté, parce qu'une communauté, ça n'existe pas, il y a des cercles concentriques qui vont se réunir dans une communauté globale, trouver des pixels si Dieu nous prête vie. On a d'abord au cœur des choses, on a des musées, des sites, des chercheurs, on vient du monde de la recherche, donc on vient du monde de ce monde de la science archéologique, on va dire. Autour de nous, on a un deuxième cercle concentrique qui sont des amateurs, mais au sens de fans, c'est-à-dire des gens vraiment passionnés, donc c'est ce deuxième cercle auquel on va d'abord essayer de parler. Parmi ce cercle de passionnés, il y a une sous-catégorie qui sont les étudiants, auxquels on ne pensait pas au début, auxquels on ne pensait pas avoir le droit de parler, d'une certaine façon, précisément parce qu'on faisait de la valorisation et pas de la recherche et pas de l'enseignement. Et puis finalement, si tu ne vas pas à la Gardère, c'est la Gardère qui vient à toi, les étudiants viennent à nous. On a un autre sous-groupe qui est le monde scolaire. Là aussi, c'est lui qui vient à nous, alors qu'on ne savait pas très bien comment aller le chercher, je vais en parler dans un instant. Et puis, on a la grande circonférence du grand public, qui sont d'autres amateurs, mais qui, eux, sont des amateurs occasionnels. Ceux qu'on rencontre parce qu'ils viennent un jour à une expo, ceux qui vont voir l'expo Toutankhamon, ceux qui sont les clients de ce qu'on pourrait appeler les blockbusters culturels, d'une certaine façon. Mais qui peuvent être aussi des téléspectateurs d'Arte qui regardent les documentaires du samedi soir. Il n'y a pas il n'y a pas de, comment dirais-je, d'aspect péjoratif dans le côté client d'un blockbuster culturel. À ces gens-là, on va s'adresser d'une façon complètement différente, avec une optique différente et en jouant sur des implications, des incitations différentes, en fonction de ces cercles que vous retrouvez, le grand public, les amateurs fans, les étudiants et les lycéens, et en s'appuyant sur des leviers différents pour, encore une fois, faire notre job, c'est-à-dire diffuser de l'archéo, parfois sous forme payante, parfois sous forme gratuite, de la façon la plus large possible. Et on ne se prenant pas, deuxième précaution oratoire importante, en ne se prenant pas pour des gens qui réinventent la publication scientifique. On n'est pas dans la publication scientifique, c'est pas notre vocation, on parle au public, même si un certain public, comme les étudiants, est un public un peu particulier, ils sont des semi-professionnels, mais pas encore des professionnels. On ne cherche pas à singer ou réinventer la publication scientifique dans ce programme. Même si on peut avoir individuellement des idées sur ce que devrait être la publication scientifique dans le monde du numérique, mais ça c'est une autre question. Donc la première, historiquement, un des premiers projets vraiment de rupture qu'on a introduit, c'est ce qu'on a appelé un simulateur d'archéologie. Voilà, alors je reviendrai sur la dia précédente. C'est pour vous montrer que l'idée du simulateur, c'est d'être un réseau, c'est d'être multi-support, c'est de tout mélanger, c'est d'être, comment dirais-je, le rêve numérique appliqué à l'archéologie, c'est-à-dire que tout le monde de partout peut participer à cette grande expérience. Il n'y a pas d'enjeu d'apprentissage réel, il y a un enjeu, le point clé c'est la gamification, il y a des mécanismes implicites de découverte, de connaissances. L'incitation par le jeu, c'est pour amener les gens à aller chercher sur d'autres supports que leur PC de la connaissance qui va infuser en quelque sorte parce qu'ils vont participer à un jeu, mais on n'est pas dans une logique de pédagogie explicite. Et on est dans le premier pas de la constitution d'une communauté. Des apprentissages externes, en quelque sorte, pour une récompense interne dans le jeu, c'est le sens de la gamification et c'est à la fois la force et la limite de ce simulateur. On s'adresse à un grand public, on ne cherche pas à en faire un archéologue, on cherche par contre à lui faire passer un certain nombre de messages. Et dans ces messages, il y a par exemple le fait, ici c'est la fiche d'un personnage du jeu en question, lui faire comprendre que l'archéologie, c'est pas l'archéologie, c'est beaucoup de disciplines différentes, certaines relativement faciles à comprendre, des techniques de fouille, d'autres à peu près compréhensibles, la céramologie,
d'autres avec des noms beaucoup plus complexes et beaucoup plus pointus, et qu'un archéologue, il peut être très bon en céramo, et puis il peut être pas du tout anthropologue, et puis il peut être pas très bon en technique de fouille, etc. La recherche en archéologie, c'est d'abord un travail d'équipe. Alors évidemment, on va essayer de les amuser un petit peu, donc on leur fait un joli terrain. Il y a un côté, ce que je vous montre là, c'est des éléments d'un premier prototype qui a été testé auprès du public du musée de Latte Montpellier l'année dernière. Donc il y a un côté très dessin animé, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas très visuel, mais respectant assez précisément, je vous ai épargné tous les slides du jeu naturellement, respectant assez précisément d'abord le fait qu'un objet qu'on trouve, c'est pas forcément un trésor, c'est pas toujours le masque d'Agamemnon, mais ça peut être un morceau d'amphore, massaliote, tout à fait banal, mais respectant un certain nombre de stades, et en particulier le fait que ce qui est important, c'est d'avoir une restitution de ce qu'on a trouvé. L'important, c'est pas de fouiller, c'est pas de trouver des objets, c'est de pouvoir les mettre dans un contexte de compréhension. Donc là, en l'occurrence, ici, c'est le plan du terrain. On a d'autres stades du jeu où on essaye de faire une restitution, éventuellement en 3D, etc., de ce qui aura pu être trouvé dans le terrain. L'enjeu étant, et on arrive tout doucement à ce qui vous intéresse aussi, comment dirais-je, de mesurer des accroissements de compétences et des accroissements d'apprentissage. Donc là, on est dans une logique de gamification toujours, on est toujours à l'intérieur du jeu, donc ce sont les personnages qui montent en compétences. Mais ce que cherche à montrer ce petit diagramme, c'est qu'en participant à une activité de fouille effective, comment dirais-je, dans la vie réelle, en allant avec sa vraie truelle encadrée par des archéologues, etc., ou bien en participant à des jeux sur tablette quelque part, ou bien en participant de chez soi à la mécanique sur PC du simulateur, du jeu du simulateur. Dans tous les cas, on peut progresser, ou en tout cas ces personnages peuvent progresser dans le jeu, et ces compétences être réparties dans les différentes disciplines. On essaye de simuler les différents stades par lesquels quelqu'un, dans la discipline de l'archéologie, peut accumuler des compétences, devenir comment dirais-je, un semi-expert, etc. Et dans les différents métiers qu'il peut éventuellement pratiquer. On reste dans la simulation. Avec le jeu sérieux, on n'est plus, qu'on a appelé, j'aurais pu mettre ce titre, j'aurais pu mettre son nom d'ailleurs, il s'appelle Janus, c'est un très joli nom. Ça veut dire jeu archéologique intégrant les nouveaux usages sociaux, je crois, si ma mémoire est bonne. Et là, on est beaucoup plus dans des logiques d'apprentissage. Et pour le coup, on est parti d'ailleurs des enjeux d'apprentissage pour créer ce projet. Et Yannick Prié, qui est ici présent, est à l'origine du projet. Les questions de recherche qui ont justifié ce projet, c'était dans le domaine des EIH, de l'environnement informatique pour les apprentissages humains, donc à la limite Yannick en parlera mieux que moi, la question du transfert des connaissances acquises dans un monde virtuel dans une effectivité, une application dans le monde physique, qui est manifestement loin d'être évidente dans le monde des EIH et qui est un enjeu de recherche, trouver des mécanismes qui améliorent cette efficacité, le transfert des compétences virtuelles vers des compétences réelles. Et puis, une des voies qui voulait être explorée, c'était l'intégration des mécanismes sociaux, les mécanismes du Web 2.0, les mécanismes de la collectivité, les mécanismes de la validation par la communauté, etc., du travail collaboratif. Dans quelle mesure ces mécanismes-là permettaient précisément, avec les allers-retours réels virtuels, d'améliorer cette efficacité de l'enseignement. Donc là, on a des mécanismes explicites d'apprentissage qui sont matérialisés par un scénario, etc. Et la communauté joue un rôle vraiment important dans la mécanique du jeu. D'un point de vue pratique, ça prend la forme de quelque chose qui reste quand même extrêmement ludique. Oui, vous voyez ma souris, donc vous voyez ce que je montre. On est parti d'un module en open source qui s'appelle Browser Quest, qui est une espèce de jeu de point and click médiéval. Donc très, comment dirais-je, pixel art, etc., mais appliqué à un truc très très sérieux qui sont des sites archéologiques à Lyon et le musée gallo-romain de Lyon-Fourvière, etc. C'est on ne peut plus sérieux. Et le principe du gameplay, c'est d'organiser ces allers-retours entre le monde virtuel et le monde réel dont j'ai parlé, c'est-à-dire de faire en sorte que des épreuves se déroulent sur l'écran, mais à l'issue de ces épreuves, on nous envoie quelque part dans le monde réel pour réaliser quelque chose de précis, d'archéologique à proprement parler. En l'occurrence, on ne voit pas forcément très bien sur cette image, mais ceci est un mausolée avec des inscriptions, etc. On va nous demander de déchiffrer des inscriptions, de nous donner des outils pour ce faire et des moyens de les enregistrer, etc.
Et donc et à l'issue de ce voyage dans le monde réel et de ce travail dans le monde réel, on va venir dans le musée pour faire autre chose qui va être soit dans le monde réel du musée, soit sur un écran, comment dirais-je, mais à partir des exemples que nous donne le musée. Bref, on organise cette interaction permanente, et ça donne lieu à un magnifique diagramme qui est derrière, qui synthétise un petit peu ce travail à la fois dans le virtuel, dans le réel, dans des mondes un peu intermédiaires, et le travail entre l'individu et la communauté. J'ai peu parlé des aspects, j'ai peu montré là des aspects sociaux justement. L'important c'est que un certain nombre d'épreuves du jeu sont des épreuves qui sont volontairement des épreuves collectives. C'est pas seulement des épreuves par équipe, c'est aussi des épreuves où à un moment donné on cherche à ce que la communauté valide l'effectivité de la réponse. Alors, avec la discussion qu'on a eue précédemment, j'ai très conscience du fait que ça pose plein de problèmes, naturellement. Quelle est la valeur de la validation par la communauté? Et quelle est la valeur du mode d'émergence d'experts auto-désignés en quelque sorte par la communauté, par le biais de ces mécaniques? Mais c'est ça qu'on essaye de tester pour voir si on arrive, pour voir si et dans quelles conditions on peut arriver à quelque chose d'acceptable ou non. C'est un projet de recherche. C'est dans le cadre de ce projet de recherche qu'on verra apparaître tout à fait en fin de processus, parce que c'est là où on en est aujourd'hui, les questions d'archéoparticipatif sur lesquelles on travaille maintenant avec toujours les informaticiens du LIRIS, un gros laboratoire de Lyon, et en particulier l'équipe SILEX, et puis maintenant nos amis de l'Institut de recherche et d'innovation de Lyon. Comment dirais-je, je continue de public en public en quelque sorte, donc là c'est les webdocs. J'ai peu de choses à dire sur les webdocs, si ce n'est que même si on essaye de faire des choses assez jolies, très visuelles, etc. pour comment dirais-je, renouveler le genre, enfin au niveau de la transmission de la connaissance ou quelque chose comme ça, on reste quand même dans une encyclopédie numérisée. C'est pas tout à fait du livre numérisé ou de la publication scientifique numérisée, mais ça reste un univers clos, d'abord. Donc on est dans du discours ex cathedra, avec une interaction qui est uniquement de type circulation, et c'est de l'encyclo modernisé. C'est pas inintéressant, et ça marche bien, mais c'est peu innovant. Enfin, ça l'était d'une certaine façon il y a une dizaine d'années, mais ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et voilà. Et les étudiants, tout d'un coup, surgissent dans notre vie. Pourquoi ils surgissent dans notre vie? Parce que les profs d'archéo, ils ont des problèmes qui sont très simples, et ils sont comme tout le monde, ils ont de moins en moins d'argent, etc. etc. L'archéologie, c'est d'abord du terrain. L'archéologie, c'est d'abord des gens qui sont sur un chantier avec des godillots, des truelles, et qui cherchent quelque chose. Alors, j'ai tort quand je dis c'est d'abord. C'est d'abord une réflexion, des questions, un certain nombre comment dirais-je, de problématiques qui se posent, et on va chercher les réponses sur le terrain. Et le terrain, c'est l'organisation, c'est très complexe, c'est un travail d'équipe, c'est, comme je l'ai dit, plusieurs professions qui travaillent ensemble, etc. Cette complexité du terrain, elle arrive dans le processus d'apprentissage de l'archéologie assez tard à l'université. Dans les faits, elle arrive en licence, en master, assez tard. Et par contre, dans toutes les phases initiales, les étudiants qui sont en histoire de l'art, etc., ils ont une vision absolument théorique. On peut leur faire des cours d'épigraphie, des choses comme ça, mais ça reste très virtuel. Comment dirais-je, ce rapport au terrain. Et les profs d'archéo qui les voient, les profs d'archéo qui font non seulement de la recherche, mais du terrain eux-mêmes, qui sont eux-mêmes sur le terrain en dehors des cours, ont le problème de gérer comme ça des populations qui arrivent à 18, 19, 20 ans en licence, en master, et qui sont tout à fait novices, et ça leur pose vraiment des difficultés pédagogiques. Donc ce qui nous manque grosso modo, c'est de les aider à faire rentrer l'amphi, le terrain dans l'amphi. Bon, voilà. Donc ils nous ont vu faire des bricoles, des petits Mickey pour le public, et ils se disent finalement, nos étudiants, ils vont aussi au cinéma, ils jouent aussi à des jeux vidéo, au fond les petits Mickey, ça peut peut-être marcher pour eux aussi, à condition de le faire intelligemment, ensemble. Ça a un autre intérêt, en dehors de cet aspect, comment dirais-je, d'interface, en quelque sorte, dans l'apprentissage, c'est qu'au fond, c'est préparer les étudiants à ce que va être aussi leur vie de professionnel, leur vie de chercheur. Aujourd'hui, la donnée scientifique, ça ressemble à ça. C'est plus seulement, et c'est loin d'être uniquement, et c'est très minoritairement, des collections d'objets qu'on va étudier dans des musées. Ça reste en partie ça. Mais c'est aussi énormément de la donnée qui doit être normalisée, qui doit être archivée, qui doit être étudiée en masse, et ce type de problématique. Donc,
les introduire à du numérique par des procédés de simulation numérique, à cette logique des bases de données massives, ça intéresse aussi les profs. Il nous reste un tout petit peu à parler des collégiens, parce que c'est un peu la même chose. Les collégiens, c'est pas compliqué, c'est... comment dirais-je, vous savez, il y a vous avez cité beaucoup de monde, donc je vais quand même citer quelqu'un. Je vais citer une des petites choses que je peux faire. L'irruption de la tragédie grecque dans le roman policier, Sanctuaire. Et nous, vis-à-vis du secondaire, c'est un peu ça. C'est l'irruption de la recherche dans le train-train des programmes du secondaire. Je pourrais dire, être un peu plus brutal, je pourrais dire que c'est tuer les manuels. Il y a dans les manuels d'histoire géo qui circulent aujourd'hui encore dans les classes de collège et un peu dans les classes de lycée, une somme au mieux d'idées reçues, de banalités, parfois de contre-vérités, plus exactement, pour parler de l'évolution de la science, de choses qui étaient considérées comme des vérités il y a 30 ans et dont l'archéologie, précisément, sur tel et tel terrain, et en particulier sur l'archéo métropolitaine, c'est une des choses qui est presque banale de rappeler maintenant, parce que l'INRAP fait beaucoup de communication à ce sujet-là. En archéologie métropolitaine, la science historique a été radicalement bouleversée depuis 30 ans par tout ce qu'on a trouvé. Mais ça, les manuels n'en rendent relativement peu compte. Donc, au fond, ce qui intéresse les profs, et la raison pour laquelle ils sont venus nous voir, c'est l'attrait du numérique, encore une fois, et puis c'est aussi le fait que le terrain, c'est une sorte de preuve de concept. C'est-à-dire, c'est de dire aux gamins, ce que je vous dis n'est pas seulement juste parce que je vous le dis et parce que c'est dans le manuel, c'est juste parce que des gens ont, à un moment donné, fait une tranchée, ouvert, et là, ils ont trouvé une structure, des objets, ou plus souvent, effectivement, des traces de construction, qui montrent que, effectivement, ça se passait comme ça, à ce moment-là, à tel endroit. Donc ça, c'est très important. Et ça peut aussi avoir des impacts très concrets sur, y compris l'instruction civique, la vie de tous les jours. On a actuellement à la MOM un programme de recherche assez approfondi sur le vote et la démocratie comparée dans les sociétés grecques, romaines et les questions de citoyenneté dans les sociétés grecques, romaines et celtes. Et l'archéologie, là aussi, en ce moment, est en train de remettre en cause toute une série d'idées qui paraissaient parfaitement ancrées et qui sont, comment dirais-je, en tout cas, remodelables du fait des découvertes archéologiques des 10 dernières années. Et puis on en vient aux amateurs, à ce dernier cercle, en quelque sorte. Alors les amateurs, comme vous le savez tous, en archéologie comme dans d'autres sciences, sans doute, ils sont à l'origine de la science archéologique. C'est d'abord un travail d'amateur, l'archéologie, de collectionneurs, etc. Des sociétés d'érudition locale et toutes ces choses-là. Alors qu'aujourd'hui, faire participer des amateurs à des opérations archéologiques, en dehors du fait de prêter un peu de sa force de travail pour décaper un peu plus vite un sol sous la conduite et l'encadrement très très étroit d'une équipe d'archéologues professionnels, aujourd'hui pour la plupart des chercheurs en archéo, faire participer des amateurs, c'est l'archéologie 12.0, c'est l'archéologie du 23e siècle. Enfin, c'est quelque chose qui est refusé par la majorité de nos collègues, pour des raisons qui sont, c'est pour ça que j'ai parlé de responsabilité sociale, compétences individuelles et responsabilité sociale, pour des raisons qui sont très fortes, c'est que l'archéologie est enfin je ne sais pas si c'est le seul exemple ou pas, j'en sais rien, mais c'est une science qui détruit le socle de sa connaissance au fur et à mesure qu'elle l'étudie. Puisque, comme vous le savez sans doute, faire une fouille, c'est retirer des couches, et une fois que les couches ne sont plus là, si elles n'ont pas été bien enregistrées, elles sont perdues. Et on a comme ça toute une série de connaissances qui tout naturellement, ont été perdues au fur et à mesure du siècle et demi de fouilles qui s'est écoulé jusqu'à aujourd'hui, entre les débuts et aujourd'hui, tout simplement parce que les techniques n'étaient pas les mêmes, parce que la méthodologie n'était pas la même, parce que les moyens d'enregistrement n'étaient pas les mêmes, etc. Donc il y a cette réticence très profonde des archéologues. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on avait, alors je vous ai promis que ça serait très pragmatique, alors ça va être ultra pragmatique, j'ai quelqu'un de l'ANR en face de moi. On avait un problème très simple, vous avez dit, on a effectivement été soutenu par l'IMU, par l'ABEX IMU, qui trouvait très intéressant le projet Janus dont j'ai parlé tout à l'heure, le projet de Jeux Sérieux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis à un moment donné, l'IMU nous a dit, bon, tout ça c'est bien joli, mais c'est de la recherche en EIH, enfin comment dirais-je, apprentissage numérique. On comprend très bien, mais la recherche en archéo, on ne la voit pas. Au fond, vous êtes un prétexte, l'archéologie, pour les expériences de vos amis des EIH.
Donc on ne va pas vous financer plus longtemps, ça, on n'est pas là pour ça. Bon, c'est pas de la vraie interdisciplinarité en fait. Voilà, c'est ça qu'on nous aime. Alors nous évidemment on pensait le contraire naturellement, mais le penser c'est une chose, le prouver c'en est une autre. Et un des points clés qui nous permet de renverser cet obstacle, et de ce point de vue-là, les discussions qu'on a avec Bernard Stiegler, avec Vincent Puig depuis quelques mois à l'IRI ont été précieuses pour nous permettre de, comment je pourrais dire, de cristalliser quelque chose qui est dans les gènes de Trouver les pixels depuis des années, mais qui ne s'était pas matérialisé correctement, qui est tout simplement que si on veut faire passer cette idée à laquelle on croit de façon intuitive de l'archéo-participative, ou à l'intérieur du milieu des chercheurs qui, eux, y sont opposés pour les raisons que j'ai évoquées, eh ben, il faut en faire une question de recherche. Voilà, ça paraît bête de vous dire ça, mais pour nous, ça nous a mis un moment d'arriver à cette conclusion. Et donc, on est en train d'en faire une question de recherche, c'est-à-dire de se poser toutes les questions qui ont été rappelées par la première intervenante tout à l'heure, c'est-à-dire si on confie à des amateurs un travail de collecte de données, d'abord dans quelles conditions on va leur confier cette collecte, pour quel type de collecte, à quel stade d'un projet archéologique, à quel stade c'est pertinent, à quel stade c'est pas pertinent, quel type de compétences il leur faut à un stade, quel type de compétences il leur faut à un autre. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ces données qu'on va récupérer, quels biais peuvent être introduits, etc., etc., etc. Je ne vais pas refaire la démonstration très, très claire qui a été faite tout à l'heure. Ces questions-là deviennent, de ce fait, des vraies questions de recherche pour l'archéologie. Et elles ne sont pas seulement des questions théoriques, parce que pour nous aussi, la perspective d'une certaine application de la logique des big data à l'archéologie a évidemment un impact extrêmement fort. L'archéologie, c'est d'abord des typologies, des comparaisons. Comment dirais-je, se demander si ce qu'on a là, dans cette couche qu'on est en train de chercher, correspond bien à ce qu'on avait ailleurs, à un autre endroit, à un autre moment, dans une couche où on retrouve des objets qui paraissent comparables, mais sont vraiment les mêmes, etc., etc. Toute cette question de la typologie de la comparaison, donc de la capacité de comparaison par le numérique, est un point très important. Donc la question de la qualité des données, elle est évidemment cruciale. Deux exemples très simples d'application possible de l'archéo-participative de la science participative à l'archéo. La prospection massive, ce qu'on appelle la prospection pour nous archéologues, c'est le fait d'aller sur le terrain pour essayer de voir. Même pas de toucher, de ramasser, etc., de voir. Alors ça peut prendre des formes très, très évidentes, d'essayer de voir une inscription sur une pierre ou des choses comme ça, et des formes un peu plus subtiles qui sont, après les labours, un certain nombre de choses remontent du sol, parce que la terre vit, et une partie du travail des archéologues, c'est aussi de se balader dans la campagne, enfin pas n'importe où, à des endroits qui ont été pré-repérés en quelque sorte, pour se dire, voilà, est-ce que je vais trouver là des traces d'une activité passée qui sont remontées du sol, en quelque sorte. Donc cet aspect prospection massive, il est évident que si on met 10 000 personnes sur une phase de prospection en les ayant formées correctement, et si on en met 10, on ne va pas avoir besoin du même temps, enfin bref, je n'ai pas besoin de vous faire la démonstration, je pense que c'est clair. Le deuxième aspect qui est moins évident, c'est celui de la propriété privée. Il y a à Lyon un secteur sauvegardé qui s'appelle le Vieux-Lyon. On sait que dans les immeubles du Vieux-Lyon, il y a un certain nombre de signes. Ça peut être des vestiges, ça peut être des formes architecturales, ça peut être beaucoup de choses différentes. Sauf que c'est la propriété privée, les archéologues n'y ont pas accès et ils n'y auront jamais accès dans des conditions normales. Donc la seule façon de remplir des blancs de la carte archéologique de Lyon, c'est de pouvoir construire une recherche participative avec des habitants de ce quartier. C'est la seule condition, c'est la seule façon d'y arriver. Et c'est quelque chose qui intéresse tout simplement le service d'archéologie municipale, les chercheurs, etc., tous les gens qui bossent sur cette problématique-là. Donc cette question de l'archéo, de la science participative en archéologie, si on en règle les conditions matérielles, vraiment les conditions épistémologiques d'utilisation, on peut arriver à l'organiser et en faire vraiment un instrument de recherche, plus seulement une question de recherche, mais un instrument de recherche dans le futur. C'est ça un de nos enjeux. Voilà, ça c'est un petit diagramme, vous avez vu qu'on aime bien les diagrammes, on aime bien les dessins, on aime bien les visuels. Juste pour montrer, c'est tiré d'un autre projet, donc ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, mais c'est
une façon de montrer que voilà, les interactions, elles sont là, tout est dans tout, et réciproquement. Et la science est dans la société, et ce qu'on espère, c'est que la société va être dans la science. Voilà, je vous remercie de votre attention.